Et pour un futur et un urbanisme durable, évidemment, il faut une consommation énergétique raisonnée et raisonnable en face, une énergie décarbonée. C'est le cas notamment de l'électricité. Cette énergie électrique, c'est un des enjeux de la filière bas carbone du nucléaire et c'est ce dont on va parler justement tout de suite avec notre nouvel invité, Bruno Lièvre, le directeur de la transformation numérique de l'ingénierie nucléaire d'EDF. Et on se retrouve avec vous sur ce plateau, Bruno, évidemment, parce qu'on va le voir ensemble, on va voir ces chiffres, des chiffres qui illustrent à eux seuls la puissance du groupe EDF. On peut le dire, c'est un des leaders de l'énergie bas carbone. Et ça, c'est important parce que cette énergie la moins carbonée possible, c'est une des missions d'EDF en effet. Cette énergie qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, notamment dans ce contexte d'augmentation des prix, de sobriété énergétique, d'objectifs aussi zéro carbone pour 2025. Dans ce contexte, la filière nucléaire est en pleine transformation, bien évidemment. Il y a un plan de relance. Évidemment, vous le connaissez par cœur, ce plan de relance, qui vise à construire la construction de nouveaux réacteurs pour 2000. Il a été annoncé début 2022 par le président de la République. Beaucoup d'actu en une actu. On en est où aujourd'hui chez EDF ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, c'est moins qu'on puisse dire. Ça fait quelques années que EDF a proposé, dans le cadre de la production décarbonée d'énergie, de lancer un nouveau programme et a lancé la construction de 6 réacteurs. Alors, il s'avère que, comme vous l'avez dit, le président de la République, en début d'année, il a annoncé la confirmation du lancement de ces 6 réacteurs, mais aussi d'en réfléchir 8 autres, ce qui fait 14 réacteurs. Donc, on voit qu'on est face à des enjeux conséquents. Sur un certain nombre de projets sur lesquels la filière nucléaire et EDF sont en train de travailler. C'est par exemple les illustrations qu'on a ici. On a Flamanville 3 qui est en phase actuellement de finalisation de ses essais. On a Hinkley Point en Angleterre qui est dans sa phase de construction, avec aussi un projet de 2 réacteurs supplémentaires voulus par le gouvernement anglais, qui sera sur le site de Sizewell. Le projet EPR2, qui est ce projet de renouvellement du parc nucléaire français que nous avions proposé, que le président de la République a validé avec ce potentiel 14 réacteurs, et quelque chose qui n'est pas dans ce slide-là, qui est NEWARD, qui sont les réacteurs faible puissance, les SMR, comme on dit souvent, et qui visent à remplacer tout ce qui sont les anciennes centrales thermiques qui justement émettent beaucoup de CO2. Donc on est vraiment sur une stratégie de support à l'émission bas carbone. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'EDF, mais en fait, c'est surtout la filière nucléaire qui est en train de se mettre en route pour répondre à tous ces enjeux dans un contexte international, dans un contexte français, dans un contexte d'accélération de cette volonté d'être aussi maintenir notre indépendance énergétique. Et quand on parle de filière, c'est la mise en place du GIFEN. Alors le GIFEN, qu'est-ce que c'est ? C'est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire et qui, dans un mouvement d'ensemble, cherche, s'organise, structure, pense, réfléchit à pouvoir répondre à ces grands défis que sont tous ces grands projets qu'on vient de voir juste avant, aussi bien en termes de méthode de travail, d'articulation, d'état d'esprit, de culture, et de numérique et des outils qui sous-tendent. Et quand je vous entends parler de défis justement de souveraineté énergétique notamment, de souveraineté technologique, et là aussi de transformation, je me dis que forcément le numérique a toute sa place dans ce dispositif. Alors oui, on se lance, on lance un programme de transformation. Alors quand on parle de transformation, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots ? C'est comment on repense nos méthodes, nos travails, nos modes de fonctionnement, nos interactions, en nous appuyant sur les capacités du numérique. Et c'est pour ça qu'en 2018, EDF a lancé un programme de transformation numérique, où le mot le plus important dans transformation numérique, c'est plus transformation que numérique d'ailleurs, qui vise à identifier là où on doit faire évoluer nos méthodes de travail pour être capable de maîtriser ces produits, ces grands projets, et mettre en place cette capacité à manager le jumeau numérique, on en parle beaucoup depuis ce matin, et surtout les millions de données qu'il y a autour de ces jumeaux numériques, avec des jumeaux qui doivent accompagner la centrale durant toute sa durée de vie. Une durée de vie d'une tranche nucléaire, c'est 40, 50, 60 ans. Le cycle complet, c'est plutôt un siècle. Donc on voit que le défi est aussi d'avoir ces jumeaux qui accompagnent la durée de vie de ces tranches. Et qui peuvent justement durer, là aussi, durabilité, on y revient, mais dans le temps, cette fois-ci.
Ce programme de transformation justement numérique, où la transfo est plus importante que le numérique, comment est-ce que Dassault Systèmes vous aide justement à pouvoir mettre en place ce chantier? Alors, il y avait une conviction qu'on a eue très très tôt dans la filière nucléaire, c'est que le numérique était un des vecteurs de performance. Donc il nous fallait imaginer, trouver, structurer, rechercher des partenaires numériques. Alors, ce qui est le cœur des systèmes d'information, d'ingénierie de projets complexes, les voitures, on en a entendu parler ce matin, voitures, avions, militaires ou tranches, ce sont les PLM. Donc il nous fallait un partenaire stratégique autour du PLM. Et suite à l'appel d'offres, on a choisi Dassault Systèmes, mais avec cette notion de partenariat stratégique. Alors qu'est-ce qu'on met, nous, derrière le terme partenariat stratégique? C'est cette capacité que doit avoir un éditeur, donc là, Dassault, à nous accompagner pour tirer la performance, nous aider à profiter, à repenser nos processus en nous appuyant sur la capacité des outils de la 3D Experience, mais aussi de faire évoluer, d'intégrer ce qui manquerait dans la solution. Et quand je dis ce qui manquerait, c'est déjà très concret. Je vais vous donner un petit chiffre, c'est on a déjà plus de 200 évolutions, enrichissements du produit Dassault Systèmes entre 2018 et maintenant, qui nous ont été livrés et qui permettent justement d'accompagner ces projets dans des thématiques comme l'ingénierie concurrente, comme la traçabilité, la boucle autour des exigences. Il y a plein de domaines sur lesquels ce partenariat stratégique fonctionne et dans lesquels on a ces évolutions qu'on est en plus en train d'intégrer, de déployer maintenant d'opérationnel sur le terrain. C'est une très bonne nouvelle. J'entends aussi que, évidemment, cette discussion sur scène suscite beaucoup de discussions dans la salle. Je vais vous demander de garder ces discussions un peu secrètes pour l'instant parce qu'on vous entend beaucoup depuis cette scène en même temps. C'est une transformation d'ampleur. Oui. Elle se fait dans la durée. On l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, on parle d'un PLM qui, si on allait jusqu'à son terme, représenterait quasiment un siècle de vie pour une centrale. J'imagine qu'il faut prioriser quand même les actions. Oui. Vous avez démarré par quoi? Alors ça a été une vraie réflexion. Et assez rapidement, l'objectif a été de poser, de définir ce qui était le socle de la maîtrise de nos produits. Ce que j'appelle le produit, c'est la tranche. Donc on a identifié partout où on devait poser ces fondations, les fondations sur lesquelles on allait pouvoir construire la suite. Et on les a posées en étant calés par rapport au statut dans lequel est le projet, sur l'étape qui arrive. Par exemple, on a vu une photo tout à l'heure avec Flamanville 3, on s'est concentré sur tout ce qui permet, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, de dérouler les essais de Flamanville 3. Quand on est sur Hinkley Point, on est en phase de construction. Donc ce qu'on a fait, on a posé la solution, on a posé 3DX pour fédérer, alors ça représente 30 millions de données, donc on a fédéré 30 millions de données sur le périmètre Hinkley Point pour sécuriser la phase de construction, sécuriser la phase de montage, préparer aussi la réception de la tranche. Donc ça, c'est typiquement, et ça, c'est posé et c'est opérationnel aujourd'hui. Sur Flamanville 3, c'est fait. Sur Hinkley Point, c'est fait. Et là, sur EPR2, EPR2, c'est le premier projet qui va être digital native chez nous. C'est le premier projet industriel sur lequel on aura le jumeau numérique du début à la fin. Et cet été, on vient de basculer sur la 3D Experience. On a basculé les 16 millions de données que représente aujourd'hui la description de la tranche. Et c'est ce jumeau et ce système d'information qui va poursuivre, qui va accompagner la tranche toute sa durée de vie. Mais on a aussi des thématiques transverses. Par exemple, on a la surveillance de fabrication, qui est un enjeu essentiel dans la maîtrise industrielle de nos projets et la relation avec nos fournisseurs. Et là, on vient de déployer le premier palier. Cette année, on aura fini de décrire l'ensemble de nos programmes de surveillance et on est en train de les dérouler en plus en mobilité chez nos fournisseurs. Et puis, un dernier pavé qu'on commence à faire, qui est un peu transverse, c'est que le tout, il faut qu'on le sécurise. Le tout, il faut qu'on le protège. C'est quand même le savoir-faire d'EDF et de la filière nucléaire qui se trouve dans ces systèmes d'information. Donc on a cette dimension, tout en étant en capacité de fonctionner en entreprise étendue, progressivement. Et voilà. Et ça, on a commencé par ça. Donc on a posé le socle, les fondations, c'est opérationnel aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets industriels, et ce qui nous permet d'envisager la suite sur la durée de vie de tranche, telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a vu qu'il y a donc un rétroplanning, des process extrêmement précis, une méthodologie. Là aussi, quand on pense méthodologie sur le déploiement de ces projets, de ces transformations-là, on démarre par quoi? Alors, le premier défi, c'est comment on regroupe les meilleures compétences pour être capable de porter une transformation. On ne peut pas faire une transformation si on ne regroupe pas les meilleures compétences. Et quand on parle de meilleures compétences, c'est aussi bien les compétences métiers, les utilisateurs, et toutes les compétences du système d'information et les partenaires, évidemment, numériques qui nous aident dans cette démarche-là.
Et très vite, on s'est posé la question de comment on s'organise, comment on structure, comment on organise le projet. Et quelqu'un l'a évoqué ce matin. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on a déployé la méthode agile massivement. Donc c'est ce qu'on appelle SAFe, donc c'est l'agile à l'échelle, qui vise à cadencer, structurer entre l'idée, j'ai envie de gérer en configuration la tranche, qui est quand même assez important si on prend cet item-là, jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle, en faisant travailler tout le monde en même temps, en étant cadencé par cette méthodologie, sur des cycles. Alors nous, on a des cycles de 5 fois 2 semaines, donc c'est des cycles de 10 semaines, où toutes les 10 semaines, on vérifie, est-ce qu'on a atteint l'objectif, est-ce qu'on ne s'est pas trompé, est-ce qu'il ne faut pas revoir notre trajectoire. Donc cette notion d'agilité, c'est cette notion d'agilité dans la trajectoire qu'on prend par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est la façon de faire évoluer aussi la façon dont on pilote ces projets de transformation. On est très orienté sur la valeur qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut créer, quel objectif on veut atteindre, est-ce qu'on est capable de le quantifier, et de vérifier pas par pas, est-ce qu'on va vraiment l'atteindre avec bien l'ensemble des utilisateurs. Et j'insiste quand je dis l'ensemble des acteurs, parce que souvent, parfois, on se dit quels sont les métiers qu'on doit impliquer. Eh bien, c'est bien de celui qui pense le processus, celui qui a la vision et l'utilisateur final. Et c'est bien l'ensemble de ces acteurs qu'il faut mettre dans ce type de projet. Et un programme comme Switch, la volumétrie, ça représente à peu près toutes compétences confondues, ça représente à peu près 500 personnes, que ce acteurs métiers ou acteurs partenaires numériques, les équipes de Dassault Systèmes ou nos acteurs intégrateurs qui sont aujourd'hui Capgemini par exemple sur ce périmètre-là. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a aussi un écosystème de cette transformation à prévoir, une vision holistique des métiers à impliquer, et puis le fait aussi de s'accorder du temps pour mieux en gagner. Toutes les 10 semaines, c'est des briefings qui permettent d'identifier les points qui ont pu bloquer, ceux sur lesquels on va pouvoir gagner justement du temps et aussi de l'expérience à venir. J'imagine que vous avez déjà du coup tiré quelques enseignements des premières phases de projet qui ont été déroulées. On a le temps justement de prendre ce recul. Je ne sais pas si on a le temps, mais il faut prendre le temps. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir se poser, lever la tête. Alors, le cycle de 10 semaines, c'est ce qui permet de lever la tête, mais c'est très cadencé quand même. Et le retour d'expérience que l'on fait de ce genre de programmes, qui sont assez systémiques sur le périmètre qu'on cherche à aborder, l'ordre dans lequel on cherche à porter, les sujets qu'on veut tracter, nous assurer qu'on transforme vraiment. Je me permets d'insister là-dessus. Quand on lance ce genre de mise en œuvre, d'évolution, on n'est pas en train de reproduire nos habitudes. On est en train de repenser différemment. Et le piège est très vite de retomber dans nos habitudes. Et ce qui veut dire que ce qu'il ne faut pas négliger dans ce type de programme de transformation, c'est en fait qu'il y a une transformation dans la transformation. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, aider, former les gens qui vont tracter cette transformation, justement pour sortir du cadre dans lequel ils sont, s'appuyer sur les capacités numériques, ne pas penser spécifique, penser standard, et en plus, comme on a couplé ça, nous, un partenariat stratégique qui nous permet de faire évoluer les standards, de boucler la boucle, et donc d'avoir cette évolution avec un volet culturel. On a un volet culturel lié à la transformation. Culturellement, il faut faire évoluer les mentalités. Chaque acteur dans sa discipline métier, on a beaucoup d'experts de très haut niveau qui ont des pratiques assez pointues. Et en fait, on revoit la façon dont ils travaillent ensemble, donc à la fois la façon dont ils pensent sur ce qu'ils font aujourd'hui, en se disant « mais je peux le faire différemment », et la façon dont ils travaillent en interaction entre eux. Et c'est là que la 3D expérience est la colonne vertébrale et le cadenceur de l'ensemble. Donc maintenant, moi je prévois systématiquement une part non négligeable d'efforts sur l'accompagnement culturel, l'accompagnement des acteurs, pour être capable d'endosser et de vivre bien aussi cette transformation. Parce qu'une transformation, c'est une perturbation, c'est des évolutions, c'est des pertes de repères. Mais pour la vivre bien, il faut l'accompagner et il faut vraiment prévoir ce temps à l'intérieur. Mieux on la comprend, mieux on va pouvoir justement devenir un ambassadeur ou une ambassadrice soi-même. Dans cette transformation au carré, si je vous entends bien, est-ce que vous avez déjà pu tirer des bénéfices des solutions Dassault Systèmes ? Alors, il y a plusieurs natures de bénéfices. Il y a déjà une nature culturelle. Le bénéfice culturel, c'est que le déploiement de l'ingénierie système s'appuie sur 3D expérience. C'est un nouvel environnement de travail, c'est un nouvel univers dans lequel... Donc c'est un nouvel environnement de travail des ingénieurs qui, par moment, est un peu complexe, mais qui est aussi à l'image de nos projets, et qui offre cette capacité, cette sécurisation de manager
manager vraiment nos projets industriels. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui disait ce matin, on ne se pose plus la question s'il faut un PLM pour gérer les projets complexes. On est bien d'accord là-dessus. Donc on a cette évolution culturelle, cette évolution vers on manipule de plus en plus de data en qualité. Donc ça aussi, c'est une grosse évolution. Et là, la solution 3D Experience nous aide et ça irrigue sur l'ensemble de nos pratiques. On a en maîtrise la traçabilité maintenant exhaustive d'un certain nombre d'éléments, ce qui nous permettra de faire les preuves de démonstration aussi après, ce qui est très important, notamment avec les autorités de certification et l'autorité de sûreté. On rappelle qu'on parle de sûreté nucléaire. De sûreté nucléaire. C'est sérieux. Voilà. Et donc cette traçabilité, ce lien de l'exigence, la maîtrise de la configuration, la maîtrise des actions de change, la capacité à cadencer, ça c'est quelque chose qui est un gain, parce que c'est un gain de maîtrise, c'est un gain de montée en qualité, mais on n'est pas au bout. C'est-à-dire que ce sont les premières marches qu'on vient de franchir. Faut pas imaginer qu'une transformation de cette nature-là, sur des projets aussi longs, elle s'arrête. Non, elle est mise sur un mouvement, c'est un mouvement de fond, et c'est un mouvement qui touche aussi beaucoup à la culture. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que si on n'accompagne pas ce changement culturel, c'est vu comme un projet d'informatique. Ce n'est pas un projet d'informatique, c'est un projet d'évolution de nos pratiques et d'interaction. Et l'autre gain, c'est la mise en mouvement de la filière. Parce que on est en train de définir tous ensemble, au sein de la filière, comment on va travailler, interagir, échanger. Et évidemment, ça fait partie d'un gain parce que ça change beaucoup de repères. Ça changera même, ça va même changer. Je parle au futur, alors c'est au présent maintenant. Ça change même la façon dont on va contractualiser avec notre écosystème, la façon dont on va travailler ensemble. Moi, j'ai envie de vous reparler au futur. Les prochaines étapes, ce sont lesquelles ? En fait, là, vous avez bien compris, on a fini de poser le socle. J'en avais parlé, je ne sais plus quand est-ce que c'était, à la scène musicale, quand on lançait le projet. Là, on l'a fini, cette phase-là, cette phase du programme Switch. Le socle est posé. Donc, on a posé toutes les fondations. Donc, c'est fait. Et on a basculé notamment EPR2 cet été, qui était un enjeu majeur, puisque c'est évidemment ce projet qui va supporter le renouvellement du parc nucléaire français. Donc, en même temps qu'on a posé le socle, qu'on a posé la colonne vertébrale autour de la solution 3D Experience, on va attaquer ce qu'on appelle, nous, l'horizontal. Qu'est-ce que c'est l'horizontal ? C'est qu'on va prendre toutes les disciplines métiers. Alors une discipline métier, par exemple, c'est l'installation générale, le génie civil, l'électricité, le piping, le contrôle commande, enfin toutes les disciplines qui concourent à la maîtrise du projet pour les mettre dans cette dynamique de gestion, de configuration, articulation, mise en qualité des données, bascule des processus. Donc ça, c'est l'étape qui arrive, et notamment pour la phase du detail design de PR2. Le detail design, donc on va rentrer dans une description détaillée de la tranche qui va préparer sa phase de construction. Après, on a un autre chantier qu'on attaque, qui est le chantier de la gestion du produit dans toutes ses déclinaisons. Quand je dis qu'on a 14 tranches potentielles PR2, 6 plus 8, il va falloir qu'on gère toutes ces déclinaisons pour tenir compte de l'environnement, si c'est bord de mer, bord de rivière ou bord de mer. Donc il y a plein de choses où on veut s'assurer de la garantie, de la bonne propagation de tout ce qui aura été vu sur une tranche, est-ce qu'on la retrouve bien sur l'autre tranche suivante. Et ça, c'est encore plus fort dans SMR, dans New World. New World, ça sera vraiment un produit en série dont une partie sera construite en usine. Donc cette modularité, cette gestion de la variance fait partie du sujet qu'on entame. Quand je dis demain, c'est en 2023, donc c'est vraiment demain. Un autre item qu'on va accélérer, c'est la capacité de fonctionnement en entreprise étendue. Je vais en faire 2 catégories. Là. Une première catégorie, c'est comment, autour d'un même périmètre, l'ensemble des acteurs vont travailler en même temps, ensemble, dans le même jumeau numérique. Donc ça, c'est ce qu'on a démarré notamment avec General Electric, GE, mais qu'on va étendre progressivement à l'ensemble de nos contractants. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir aussi nos contrats. Ouais. Donc ça, c'est une première facette. Donc on vient travailler dans le même jumeau, plutôt dans les environnements que gère EDF. Et après, il y a une deuxième facette, qui est une facette filière nucléaire, c'est comment j'échange de la donnée. Comment j'interagis, comment j'ai des flux très fluides. Ça peut aller, par exemple, sur la surveillance et la maîtrise de la fabrication, sur l'échange des plannings de fabrication entre les fabricants et nous pour agir, interagir au bon moment. Et tout ça, on va le faire avec le GIFEN pour voir si on va construire une plateforme en plus filière pour fluidifier ces échanges, qui permettra après qu'une solution comme 3D Experience traite ces données et les renvoie derrière. Et puis il y a un dernier enjeu, je vais terminer par celui-là. Quand on parle de 14 potentiels réacteurs EPR2, il y a le chantier. Le chantier, un chantier comme EPR2,
c'est en pleine phase à peu près 6000 personnes. Donc si on commence à lancer, comme on se prépare à lancer un certain nombre de chantiers, vous imaginez le nombre de personnes qu'on va être amené à manager sur le chantier. Donc on a toute la préparation des futurs gros chantiers, ce sont les chantiers les plus importants en Europe, de construction de produits, de projets industriels. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on commence en 2023, le tout avec une forte facette de protection contre les attaques cyber et l'espionnage industriel qui fait partie aussi du cœur de notre ADN. Sans mauvais jeu de mots, vous êtes littéralement au cœur du réacteur. Merci Bruno pour justement être venu nous parler de ce plan de transformation et on comprend ô combien stratégique pour EDF mais pour l'ensemble de la filière nucléaire également.